Bonjour les CM2, aujourd'hui dernière séance sur la Première Guerre mondiale. Donc Première Guerre mondiale qui fait partie du thème La France des guerres mondiales à l'Union européenne. Donc, je vous rappelle qu'en première séance nous avons vu le déclenchement de la Première Guerre mondiale avec l'attentat à Sarajevo, que les alliances avaient été créées aussi juste avant et que l'Europe était déjà bien tendue. On disait que c'était un baril de poudre prêt à exploser. Donc l'attentat de Sarajevo qui fait exploser le déclenchement de la guerre. Nous avons vu aussi en deuxième séance une approche plus thématique où il s'agissait là vraiment de mettre en avant qu'il s'agissait d'une guerre totale qui concernait à la fois les soldats et les civils, mais aussi tous les pays, enfin de nombreux pays en tout cas de l'Union européenne. Et aujourd'hui, donc approche aussi assez thématique, nous allons voir la fin de cette guerre, mais aussi les conséquences de la Première Guerre mondiale. Quelles traces avons-nous gardées de cette première guerre? Donc les consignes, comme d'habitude, vous allez étudier des documents. Demandez-vous à chaque fois quel est le type de document et ce qu'il représente. Parfois, je n'ai pas eu la place de poser cette question, mais elle est toujours à faire. Répondez aux questions à l'oral et j'y réponds juste après. Donc faites des pauses pour pouvoir avoir le temps de réfléchir aux questions posées. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez un doute, une question, envoyez-moi un petit message. Bonne séance! Donc la séance 3, nous allons voir la fin de cette guerre et les conséquences de la Première Guerre mondiale. Comme je vous le disais la séance dernière, j'ai fait un choix où je ne vous ai pas détaillé la chronologie de la Première Guerre mondiale. Vous reverrez ça au collège. Là, je donne forcément des dates, c'est important d'avoir quelques dates, mais là, il y a vraiment une approche thématique où l'accent va être mis sur quelles sont les traces qu'avons-nous gardées de cette Première Guerre mondiale. Quel est le bilan, mais aussi aujourd'hui, comment la Première Guerre mondiale, on va dire, est restée dans nos mémoires. Donc la question que nous posons, c'est quelles conséquences et quelles traces gardons-nous de cette grande guerre? Pour ceux qui aimeraient aller plus dans le détail, je vais ajouter sur la Synbox et sur l'ENT un dossier qui s'appellera Mon quotidien. Il y a 19 exposés du journal Mon quotidien qui traitent de cette Première Guerre mondiale. Donc il y a des choses qu'on aura déjà vues, il y a des choses qu'on aura peut-être un peu moins vues à travers les documents, mais voilà, qui sont intéressants et que vous verrez au collège. Donc n'hésitez pas à aller voir ces exposés qui sont quand même assez, assez bien faits. Donc, les premiers documents. Quels sont ces types de documents et que représentent-ils? Qu'est-ce que l'armistice? Quand et où est-il signé? Qui sont les personnes présentes? N'hésite pas, fais une petite pause, observe les documents. Quand je demande qui sont les personnes présentes, je ne vous demande pas de me trouver tous les noms. D'accord? Moi, je les ai sous les yeux, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Mais essayer de reconnaître différents personnages historiques ou différents camps. Alors, nous n'avons pas lu le petit texte, j'espère que vous l'avez fait. Donc, les généraux allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'état-major du maréchal Foch, dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne. Donc, il faut savoir qu'en 1918, Guillaume II, donc on va dire qui gouverne l'Empire allemand, s'enfuit, car il sent que la guerre est perdue. Donc ceux qui le remplacent, le gouvernement qui le remplace, décide de cesser les combats. Donc il demande aux alliés, donc là à savoir la France et le Royaume-Uni, de se rencontrer pour faire signer un armistice pour faire cesser les combats. Donc, ce sont déjà 3 types de documents, un tableau, une photographie et un petit texte. Donc, comme je vous disais, l'Allemagne demande l'armistice car elle sent qu'elle va être vaincue. Et donc vous voyez que l'armistice est signé dans un wagon. Donc un wagon qui provenait du train français.
Et donc ils se sont les deux camps, enfin, l'Allemagne on va dire et les Alliés, se sont rejoints près de la forêt de Compiègne, donc on voit les arbres qui sont derrière, donc se sont rejoints dans cet endroit afin de signer l'armistice, désolé, afin de signer l'armistice discrètement. Donc ils ont mis un peu à l'écart les journalistes. C'est un endroit qui est assez reculé, qui était peu connu. Donc un armistice, ce n'est pas la fin de la guerre, mais ça l'annonce, hein, mais c'est un document pour faire cesser les combats. Pour la petite information, normalement c'est de faire cesser les combats pendant 33 jours et après il a été renouvelé jusqu'à l'arrêt de la guerre officiellement. Donc il est signé le 11 novembre 1918 à Rotonde, donc près de la forêt, dans la forêt de Compiègne. Là, donc nous avons différents personnages. Donc le maréchal Foch. Alors les personnages qui sont dans le tableau sont aussi ceux de la photographie. D'accord? Donc je ne vais pas vous lire forcément tous les noms, mais je vais vous montrer les différents. Donc il y a le maréchal Foch déjà, qui est quand même un militaire très connu français, qui est aussi ici. Après nous avons le ministre d'État allemand, qui est ici. Donc ça, je pense que c'était compliqué à deviner, hein. On reconnaît, alors peut-être que vous avez reconnu là aussi un militaire allemand, on le reconnaît grâce à son casque pointu. Et après, on avait donc différentes personnes, dont certains de la Royal Navy. Qui y avait d'autres donc les capitaines de la Royal Navy, des amiraux, voilà, des militaires britanniques qui étaient aussi présents. Voilà, donc hop, on peut reconnaître avec leur casquette. Et ici, le général Weygand. Alors peut-être connaissez-vous cette date du 11 novembre 1918. Pour nous, il s'agit d'un jour férié. Donc c'est vrai qu'on retient plus cette date comme la fin de la guerre, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est la fin des combats. Mais il se fait que plus tard, hein, les anciens combattants, donc ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale, les soldats, demandent à ce que le 11 novembre soit un jour férié en mémoire de cette Première Guerre mondiale. Donc en octobre 1922, 4 ans après cet armistice, cela devient un jour férié pour la France. Donc nous on le connaît, voilà, l'armistice du 11 novembre, ce jour férié vient de là. Document 2. Que nous allons lire ensemble. Hein. Quel est ce type de document? Que représente-t-il? Cite les interdits imposés pour l'Allemagne. À ton avis, que ressentent les Allemands face à ce traité? Alors, nous allons le lire ensemble. Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces du château de Versailles. Il marque les conditions de la paix et rend l'Allemagne seule responsable de la guerre. Le traité impose à l'Allemagne de lourdes sanctions qui seront à l'origine de la montée du nazisme dans ce pays. On verra quand on parlera de l'entre-deux-guerres, donc la séance suivante, et aussi de la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les prochaines séances, ce qu'était le nazisme. D'accord? Certains ont déjà entendu parler, mais voilà. Une des raisons qui annonce la Deuxième Guerre mondiale. Article 10. Pacte de la Société des Nations. Les membres de la société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la société. Article 42. Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications, soit sur la rive gauche du Rhin, donc qui est le fleuve qui traverse l'Allemagne, soit sur la rive droite, à l'ouest d'une ligne tracée à 50 km à l'est de ce fleuve. Article 51. Les territoires cédés à l'Allemagne, en vertu des préliminaires de paix signés à Versailles le 26 février 1871 et du traité de Francfort du 10 mai 1871,
sont réintégrés dans la souveraineté française à dater de l'armistice du 11 novembre 1918. Articles 80, 81, 87, l'Allemagne reconnaît l'indépendance et les frontières de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Article 119, l'Allemagne renonce à ses droits sur ses possessions d'outre-mer. Article 160, l'armée allemande ne pourra dépasser 100 000 hommes. Article 171, la fabrication de tanks est interdite. 173, tout service militaire est aboli. 198, les forces militaires ne pourront comprendre aucune aviation. 231, les gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne déclare et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables pour les avoir causés de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. Article 232, les gouvernements alliés exigent et l'Allemagne en prend l'engagement que soient réparés tous les dommages causés à la population civile des alliés et à ses biens. Article 428, à titre de garantie, les territoires allemands situés à l'ouest du Rhin seront occupés par les troupes de puissance alliées pendant une période de 15 années. Donc là, prends le temps de relire les articles, le traité de Versailles, et de trouver tous les interdits qui sont imposés à l'Allemagne, le contrat qu'elle passe en fait avec les Alliés, et de donner ton avis, ce que peuvent ressentir les Allemands par rapport à cela. Petite pause, et j'y réponds. Donc là, il ne s'agit pas de redire tous les interdits qui sont... de ne pas relister tous les interdits, mais ils sont quand même très nombreux. L'armée allemande doit être limitée au niveau des hommes. Elle est reconnue seule responsable de la guerre avec ses alliés. Elle doit rembourser, on va dire, payer les pays alliés pour les dommages causés. Elle perd des territoires, à savoir donc l'Alsace-Lorraine par exemple, pour la France qui la récupère, qui l'avait perdue, la France l'avait perdue en 1870, elle la récupère dès l'armistice, donc elle l'a récupérée avant le traité de Versailles. Et elle ne peut plus avoir ni d'armes, ni d'avions. Elle perd ses colonies aussi. Elle est sous contrôle. Il y a les alliés qui sont sur son territoire. Donc je disais, oui, la fabrication des tanks, des sous-marins, des bateaux et des avions de guerre est interdite. Alors j'ai oublié aussi de parler du type de document, excusez-moi, c'est le traité de Versailles, d'accord? Donc c'est un texte de loi qui est signé entre l'Allemagne, on va dire pays vaincu, et les pays vainqueurs. L'Allemagne n'est pas la seule à être dans les pays vaincus, il y a aussi la Turquie, la Bulgarie, l'Autriche-Hongrie. Et ce traité date du 28 juin 1919, et là annonce officiellement la fin de la guerre. Imaginez donc les Allemands, qu'ils soient militaires ou civils, on va dire que c'est un traité qui pèse beaucoup sur l'Allemagne, qui est vu comme une énorme punition. L'Allemagne est reconnue quand même responsable de cette Première Guerre mondiale. Ça veut dire que les autres pays ne sont en rien responsables, alors qu'il y a eu des morts des deux côtés. On le reverra sûrement plus tard, mais l'Allemagne verra ce traité comme un diktat, c'est-à-dire quelque chose qui est dicté, quelque chose qui est obligé. Cela donnera beaucoup de rancœur aux Allemands par la suite, et vous verrez que voilà, ça annonce aussi qu'il y aura une deuxième guerre mondiale. Alors je n'ai pas posé de question là-dessus, mais l'article 10 est aussi intéressant pour un point qui est la création des sociétés des nations. La SDN, la Société des Nations, donc c'est l'ancienne ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a été créée pendant la guerre dans le but de ne plus jamais avoir de conflit. Après cette Première Guerre mondiale, on a besoin de créer une union entre les pays pour pouvoir empêcher tout conflit. Donc cette Nations Unies, elle a été lancée par le président américain Wilson, qui énonce 14 points pour pouvoir, on va dire, faire perdurer la paix. Donc évidemment, cette Société des Nations échouera, car il y aura la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, dites-vous que c'est l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, qui voit le jour à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945.
Document 3, le bilan humain, première partie. Donc, quel est ce type de document? Que représente-t-il? Combien de personnes ont été tuées? Quels sont les 3 pays les plus touchés? Et arrondit leur nombre de soldats tués, donc à ces 3 pays, arrondit leur nombre de soldats tués à la centaine de milliers près. Un petit peu de mathématiques, ça ne fait pas de mal. Pareil, fais une petite pause et j'y réponds. Donc là, il s'agit d'un graphique, un histogramme. Donc surtout ici, hein, là, c'est vraiment des nombres qui concernent toute la Première Guerre mondiale, donc les victimes de la Première Guerre. Et là, nous avons un histogramme. Il représente donc toutes les victimes de la Première Guerre mondiale, ainsi que les soldats tués par nationalité. Donc pour savoir combien de personnes ont été tuées, voilà, attention, il fallait bien regarder, on a à la fois les soldats et à la fois les civils. Donc sachant que les civils, on l'a vu la dernière fois, les civils, ce sont des... 1, 2, 3, je vais y arriver. Les civils, ce sont ceux qui ne sont pas soldats. Donc il fallait effectuer une petite addition de nombres décimaux. Donc je vous rappelle, par contre, juste quand on voit 9,7, c'est 9,7 millions. Donc c'est-à-dire que quand on met ça dans son tableau de numération, ça correspond à 9 700 000. Donc quand on fait l'addition de 9,7 et de 8,9, on obtient 18,6 millions de personnes tuées. Donc presque 20 millions de morts dans cette Première Guerre mondiale. On notera qu'il y a eu aussi énormément de blessés. Plus de soldats blessés que de morts. On en parlera juste après concernant les soldats blessés. Donc les pays les 3 plus touchés, quand on regarde l'histogramme, on voit ici, donc il s'agit de l'Allemagne, de la Russie et de la France. Donc la France en rouge. Alors pour arrondir à la centaine de milliers près, donc qui est ici, la centaine de milliers, on devra regarder la dizaine de milliers et voir si c'est inférieur, égal ou supérieur à 5. Donc en fonction de ce chiffre, on arrondit soit à la centaine de milliers inférieur, soit à la centaine de milliers supérieur. Je vous rappelle qu'à partir de 5, même si le 5 c'est entre 0 et 10, il faut arrondir au-dessus. Donc pour les Allemands, 2 36 897 soldats tués, la dizaine de milliers est 3, donc c'est inférieur à 5, donc on va arrondir en dessous. Donc il s'agit de 20 centaines de milliers. D'accord? On pourrait dire aussi 2 millions. 20 centaines de milliers, c'est la même chose que 2 millions. Ensuite, on regarde pour les Russes. Donc la dizaine de milliers est 1, donc on va redire au-dessous. Donc les Russes, il y a 18 centaines de milliers de soldats tués. Ou on peut dire aussi 1 million et 800 000 tués. Ou 1,8 million. Mais vraiment, au niveau de la centaine de milliers, c'est 18 centaines de milliers. Enfin, pour les Français, on regarde. Donc là, la dizaine des milliers est 9, donc on va devoir arrondir au-dessus. Donc il s'agit de 14 centaines de milliers, ou 1 400 000. Ou encore 1,4 million de soldats tués. Document 4. Donc, les joueurs de skat de Autodix en 1920. Bilan humain, deuxième partie, les gueules cassées. Donc, quel est ce document? Que représente-t-il? Que ressens-tu en observant ce document et pourquoi? À ton avis, qui sont les gueules cassées? Donc, pareil, fais une petite pause et j'y réponds juste après. Alors, il s'agit d'un tableau d'un peintre qui s'appelle Otto Dix. C'est un peintre allemand. Donc, il a fait ce tableau en l'honneur des gueules cassées, donc c'est le nom qu'on donnait aux soldats qui avaient été blessés pendant la Première Guerre mondiale et qui avaient été défigurés. Donc, il s'agit de ce genre de skat. Le skat, c'est un jeu de cartes. Alors, on va décrire ce document ensemble, mais il est vrai que quand on regarde le tableau de près,
On peut avoir comme une certaine gêne. On se demande si ce sont vraiment des... Alors, il a fait une technique de collage en plus de la peinture. On se demande si ce sont vraiment des êtres humains. On a l'impression qu'ils sont tellement difformes qu'ils n'ont plus d'humanité. Alors que ça représente bien des soldats de la Première Guerre mondiale, donc qui ont été lourdement blessés. Donc il y a une sorte, voilà, on ne sait pas trop quoi penser de ces soldats. Donc déjà, si on doit décrire le tableau, donc on voit sur la droite un porte-manteau. Au-dessus des trois hommes sont affichés des articles de journaux allemands donc, qui font référence au conflit franco-allemand pendant la Première Guerre mondiale. On a aussi un lampadaire, si on regardait bien, un lampadaire, on distingue une tête de mort. Donc, ce lampadaire donc, qui éclaire la scène. Donc au centre du tableau, on voit les trois personnages principaux qui jouent aux cartes et qui sont assis autour d'une table à la terrasse d'un café. Voilà, donc c'est le soir. Donc le premier personnage, à gauche, c'est un homme. Et on ne peut pas vraiment savoir, enfin on ne peut pas vraiment deviner son âge tellement sa peau est abîmée. L'homme est aussi disproportionné au niveau, alors là vous l'avez vu avec Julie au début de l'année, hein, la disproportion. Il a une jambe de bois, il joue aux cartes avec le pied qui lui reste, hein. Il joue pas aux cartes avec ses mains. Le joueur dont la manche droite est vide, hop, il sort de sa manche gauche une mince. Enfin, sa manche droite ici, pardon, est vide et il sort de sa manche gauche mince, une main articulée avec laquelle il pose ses cartes sur la table. Aussi de son oreille, il y a un tuyau qui part et qui lui permet d'entendre la conversation. Donc il doit avoir sûrement perdu l'audition pendant la guerre. Le second personnage au centre joue aussi aux cartes. Il lui manque une partie de la peau de la tête, il n'a pas d'oreille. Le troisième personnage n'a pas de jambes. D'accord, on ne voit pas ses jambes. Lui aussi, hein, ses jambes, il n'a pas toutes ses jambes également. C'est le seul, donc lui il a sa main, d'accord, contrairement aux deux autres. Mais il y en a une des deux qui est articulée, donc comme un robot, comme s'il avait une prothèse. Donc juste la petite croix ici, c'est une croix germanique, hein, c'est un signe de ralliement des Allemands. Donc ce tableau nous montre vraiment la violence des conflits franco-allemands, de la guerre, des bombardements et de ce que ça a provoqué. Et aussi du fait que bah, les... Alors j'aurais pu faire le choix de vous montrer des photos aussi, hein, il y a certaines photos qu'on peut regarder des gueules cassées. Bon, elles sont comme le tableau, elles sont pas forcément agréables à regarder, hein. Mais vraiment c'est pour montrer donc voilà qu'au sortir de la guerre, des hommes sont défigurés à cause des bombardements, à cause des mines, à cause de, voilà, de tous les engins aussi qui ont été fabriqués pendant la guerre, hein, les mitrailleuses, les grenades, et que bah, les médecins ne peuvent pas forcément les réparer comme il faut, hein. Donc, voilà, on essaie de mettre des prothèses, d'essayer de réparer ces visages, de réparer même au niveau des jambes, mais que voilà, ça ne peut pas réparer entièrement les, euh, les corps. Donc les gueules cassées, vous l'aurez deviné, hein, c'est les soldats qui n'ont pas été tués mais qui ont été lourdement blessés pendant la Première Guerre mondiale. Et donc bah, leur nom à gueule cassée, vraiment, c'est pour dire bah, qu'ils ont parfois le visage défiguré. Le trou de la mine de Boissel, à Amiens-les-Galeries et à Verdun. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je vous dis, j'ai pas détaillé, mais il y a eu une énorme bataille pardon, à Verdun en 1916, de février à décembre. C'est une ville qui se situe en France et ça a été un conflit qui a causé énormément de morts. 300 000 si je ne me trompe pas du côté français, 600 000 en tout. Mais voilà, donc je vous précise là pour ici. Donc là, on passe au bilan matériel. Donc quels sont ces types de documents, que représentent-ils?
à ton avis, que s'est-il passé? Et enfin, quelles sont les conséquences sur le paysage français à court et à long terme? Donc à court terme, juste après la Première Guerre mondiale, et à long terme, aujourd'hui. Petite pause. Alors, nous avons différents documents. Nous avons une photographie aérienne, donc qui est prise de haut, une photographie. Et il s'agit ici alors d'une photographie en noir et blanc prise en 1918. Donc elle représente les dégâts qui ont pu être causés par la Première Guerre mondiale. Donc, des dégâts matériels, comme on peut le voir à Amiens, avec un bâtiment qui a été totalement détruit, mais aussi des dégâts qui ont été causés dans le paysage. Donc ici nous voyons un énorme trou, et ici nous voyons donc en fait le paysage, il faut s'imaginer qu'avant le paysage était plat, et là on voit qu'il est assez vallonné. Donc pour parler du trou de la mine de Boissel, appelé également aussi la Grande Mine, c'est un lieu de mémoire de la bataille de la Somme, donc une autre bataille de la Première Guerre mondiale, donc qui se situe dans la Somme près d'un petit village qui s'appelle la Boisselle, d'où le trou de la mine de la Boisselle. Alors c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte, mais là on voit vraiment des grands champs, on voit un peu la route, mais là il s'agit d'un trou qui fait 90 mètres de diamètre. Alors le diamètre, on l'a pas encore vu, mais le diamètre, voilà, euh, c'est si on trace un rayon, si on trace une droite qui passe par le centre du cercle. Donc là le diamètre fait 90 mètres et alors je crois que là, il fait 20, sur Wikipédia, il y a marqué qu'il fait 22 mètres de profondeur, mais avec le fait que les terrains bougent, je crois que maintenant il fait 33 mètres avec l'érosion des sols. Il est un peu plus grand. Donc cela a été créé par une mine, comme son nom l'indique. Donc il y a eu une explosion, en fait, l'explosion d'une mine qui a été créée par des compagnies anglaises. Donc le trou a été formé par près de 35 tonnes d'explosifs. Pardon. C'est-à-dire que avant un combat, donc la veille d'un combat ou le matin très tôt, ils avaient creusé un tunnel donc entre les deux fronts. Il fallait imaginer le front allemand et le front des Alliés. Ils ont posé plein de mines et juste avant le début de l'attaque, les mines ont été explosées. Et donc voilà, là en est le résultat. Donc on voit autour que les plantations, enfin que les champs ont pu repousser normalement, mais que là ça a vraiment défiguré le paysage. Pareil ici, hein, là, donc on peut imaginer à des obus qui auraient été lancés hein, pendant la bataille de Verdun. Alors là, je vais vous le dire de mémoire, mais il me semble qu'il y a eu 60 millions d'obus lancés à Verdun. Enfin, il y a un nombre très très conséquent d'obus pendant cette bataille qui a duré presque un an, enfin un peu moins d'un an. Et donc voilà, donc là on peut voir un paysage près de Verdun hein, qui est complètement défiguré. Et là donc ce bâtiment, sûrement dû à des bombardements, hein, qui a été détruit. Alors, une des conséquences directes, on va dire, c'est qu'il a fallu reconstruire les bâtiments, les villages qui avaient été bombardés pendant la guerre, ce qui coûtait énormément d'argent. Et on avait vu la dernière fois que les pays étaient quand même endettés du fait que tout l'effort était tourné vers la guerre. Et qu'on avait vraiment une économie de guerre pour créer les armements, enfin les armes, voilà, tout avait été reconverti pour la guerre. Et là, il va falloir maintenant, euh, comment dire, tourner l'économie vers la reconstruction du pays. Donc sur les deux photos de paysage, on voit les conséquences à long terme, c'est-à-dire que le paysage a été déformé. Alors les galeries d'Amiens ont été reconstruites hein, depuis, mais comme je vous disais, hein, ça a demandé un effort quand même financier pour pouvoir reconstruire tous ces bâtiments.
Document 6. Ce type de document et ce qu'il représente. À qui ce poilu écrit-il? Sa lettre est datée du 13 novembre 1918. Où en est la guerre à cette date? Donc pareil, fais une petite pause et je réponds à la question. Donc ici, il s'agit d'une lettre de Poilu, donc le surnom donné aux soldats pendant la Première Guerre mondiale. Je vous le disais aussi à la dernière séance, de nombreuses informations sur ce que vivaient les Poilus nous sont parvenues par les lettres qu'ils envoyaient et les carnets aussi qu'ils écrivaient dans les tranchées. Donc ce sont des documents historiques et ils témoignent de leur existence au quotidien. Ici, il s'agit de la fin de la guerre, loin des fanfares et des célébrations. C'est vrai qu'on n'a pas, j'ai pas lu le texte avec vous, je vais le relire avec vous. Mais voilà, je le lis et puis après je continue à répondre aux questions. Donc, chers parents, le 9 novembre à 10h du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de Vouvres. Nous y laissons 3/4 de la compagnie, donc ça veut dire 3/4 des militaires, des soldats. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 km de Dieppe. On ne peut plus se tenir sur nos jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et tout le corps tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde reste dans les marais. Les brancardiers ne pouvant plus marcher car le Boche tire toujours. Donc le Boche, c'est un nom péjoratif, mais à cette époque-là, c'était le nom qu'avaient donné les Français aux Allemands. Voilà, mais là, vraiment, c'est un terme très péjoratif. Maintenant, on peut plus l'employer. Le Boche tire toujours, la plaine est plate comme un billard. À 9h du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11h. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11h arrive, d'un seul coup, tout s'arrête, c'est incroyable. Nous attendons 2 heures, tout est bien fini, alors la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Donc ce poilu déjà écrit, donc signé Eugène, pardon. Ce poilu écrit à ses parents, on le voit dans le destinataire, un cher parent. Et donc j'espère que vous l'aurez deviné, le 13 novembre, donc c'est là, on est en plein, il l'écrit juste après l'armistice, 2 jours après l'armistice qui a été signé à Rotonde. Et on voit bien là dans cet écrit que nous sommes, ce que je vous disais, nous sommes très loin de la fanfare et des célébrations de la fin de la guerre. Forcément, quand les civils ont appris la fin de la guerre, c'était une grosse fête, pardon. Et mais là, ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'à 2 heures, juste 2 heures avant, ils continuent à faire la guerre, ils ont dû s'arrêter, ils ont dû attendre seulement 2 heures. Alors 2 heures ne paraît pas beaucoup, mais apparemment, ce qu'ils disaient, c'était que là, c'était 2 heures interminables. Et voilà, cette fin de guerre, je vous rappelle qu'ils pensaient courte au départ, ils pensaient que la guerre allait durer que quelques mois. Voilà, quand l'Allemagne a envahi, qu'elle était pas loin de Paris, les Français ont réussi à repousser et finalement ça a été une guerre qui a duré dans les mêmes tranchées où ils avançaient très peu. Donc là, on va dire que le sentiment du soldat, on va dire, c'est le soulagement. Il est plus soulagé que joyeux, comme à l'arrière. Et tout de suite après, ce que l'on voit, c'est que maintenant que la guerre n'est plus, que l'armistice, que la cessation des combats est officialisée avec l'armistice, tout de suite, le soldat pense à une chose, c'est tous ses camarades qui sont morts au combat. On le voit à la fin, chercher les camarades qui y sont restés. Donc c'est important, voilà, d'avoir une trace de ce que les soldats ont pu ressentir. Les documents 7. Là, on rentre vraiment. Donc, on a ces traces historiques avec les lettres de Poilu, mais vraiment, là, on rentre dans les traces de la Première Guerre mondiale, ce qu'aujourd'hui, on peut encore avoir. Donc, observe chacun des monuments aux morts et dis soit un mot ou une phrase de ce que le sculpteur et la commune qui a commandé cette statue ont voulu retenir de la guerre. Donc c'est dans différentes villes, il y a à Crépy-en-Valois, à Gentioux et à Brive-la-Gaillarde.
observe, voilà, ces 3 monuments aux morts. Un mot peut suffire. Donc c'est ici que je n'ai pas pu mettre le type de document, mais bon, nous avons 3 photographies qui représentent des monuments aux morts. Donc ces monuments, à la fin de la Première Guerre mondiale, enfin depuis 1918, ont été commandés. Alors, vous verrez tout à l'heure, hein, qu'il y en a qui ont été commandés, là, qui ont été inaugurés en 2018. Hein. Mais donc voilà, il y a eu ce besoin de mémoire, ce besoin de cette guerre, on n'en veut plus. Certaines personnes aussi l'appelleront la dernière des dernières, la der des der, c'est-à-dire la dernière guerre. On ne veut plus de cette guerre qui a causé tant de morts, tant de blessés, tant de familles aussi dans chaque famille, il y avait au moins un mari, un frère ou un cousin qui était mort au combat. Donc c'était vraiment, on n'en veut plus. Et les communes l'ont exprimé de différentes manières. Donc, par exemple, pour la première, quand on regarde le sous-titre à ces enfants morts pour la France, où là on a tous les noms donc du village, hein, des victimes militaires qui ont été donc en 1914-1915. Alors celle-ci, elle a été rajoutée après les loulous. Hein. D'accord, là c'est pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand on regarde donc tous ces noms, on voit avec la fresque qui est aussi ici, hein, enfin le bas-relief, il y a une certaine tristesse. Le mot en tout cas qui vient là, c'est vraiment la tristesse. La tristesse d'avoir perdu ses camarades, ses villageois au combat. La deuxième, elle est un petit peu différente. Donc on voit un, un, un enfant, hein, qui tend le bras comme si, comment dire, il y a une sorte comme s'il insultait un peu, enfin comme s'il avait un mouvement en disant ah maudite soit la guerre. Et là le mot qui nous vient en tête c'est tout de suite la colère. C'est vraiment né, voilà cette guerre elle a fait trop de souffrance. Et c'est vraiment là, c'est plus la tristesse, c'est vraiment une colère. Et enfin donc dans la dernière commune, donc on reconnaît quand été présentés là des soldats français hein, avec leur casque Adrien. C'est comment dire, là, c'est pour mettre en avant non pas la colère, non pas la tristesse, mais l'héroïsme des soldats français durant cette guerre. Donc, alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que pas toutes les communes, mais dans de nombreuses communes de France, on a des monuments, des plaques qui ont été inaugurées au sortir de la guerre pour vraiment se dire voilà, plus jamais. J'insiste encore, hein, on l'a surnommée après la Der des Der. Donc je vais vous demander un petit travail là, sur internet, en espérant que vous ne vous perdiez pas trop. Essayez de trouver des traces qui parlent de la Grande Guerre à Paris, aujourd'hui. Hein. Donc est-ce que trouver des noms de rues, des plaques, est-ce qu'il y a des monuments aux morts? Je vous demande pas de tous les trouver, vous allez voir pourquoi. Peut-être d'en choisir un et d'essayer de le décrire et de se dire voilà ça. Donc là c'est une petite recherche internet que je vous demande. Essayez d'en trouver d'autres. Moi je vais vous en montrer quelques-uns, mais je vais pas tous vous les montrer. Voilà. Donc petite pause. Voici une carte sur le site de la mairie de Paris qui propose de nombreux lieux nous montrant les traces de cette Première Guerre mondiale. Donc tout ce que je vais vous montrer après a été édifié après 1918. Alors cette carte n'est pas forcément complète, il manque peut-être certains édifices ou certaines plaques, dont une que j'aimerais bien vous montrer après. C'est juste pour vous montrer qu'à Paris, ces lieux sont très nombreux. Paris étant la capitale, voilà, il y a eu énormément de choses construites en l'honneur des soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale. Donc, vous allez voir, il y a un code couleur qui représente donc soit des bâtiments religieux, soit des bâtiments administratifs, politiques comme la mairie, hôtel de ville, des jardins et cimetières, des écoles, mais aussi des universités, alors des établissements d'enseignement supérieur, c'est pas forcément des universités,
des monuments qu'on peut trouver sur la voie publique. Et voilà, donc on a plusieurs sortes de soit des plaques, soit sur les façades, on a plusieurs choses. Donc je vais vous les montrer. Juste voilà, par exemple si je cherche des monuments que je pourrais voir sur la voie publique, hein, donc dans la rue. Voilà, il y a déjà tout cela. Hop. Donc si j'ajoute aussi les jardins et cimetières, c'est juste pour vous montrer que ces traces de mémoire, hein, de la Première Guerre mondiale sont très conséquentes à Paris. Je vous proposerai après une petite balade à faire au cœur de Paris que propose la mairie de Paris. Et donc voilà, donc, on ne pouvait pas lister tous les lieux de mémoire à Paris, il y en a beaucoup. Voici un fascicule, toujours de la mairie de Paris. Alors il y a quelques années, il les donnait gratuitement dans les mairies. Il y en a de nombreux, donc voilà, le numéro 42, celui-là je ne l'avais pas. Et donc le thème de ce fascicule est le Paris de la Grande Guerre. Donc ce sont des endroits emblématiques qu'on peut trouver à Paris au sujet de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, donc, qui ont été créés depuis 1918 comme je vous disais tout à l'heure. Il ne regroupe pas tout, mais ce qui est intéressant dans ce fascicule, c'est que voilà, donc il propose un itinéraire. Donc si un jour vous voulez vous balader avec vos parents sur le thème de la Première Guerre mondiale, voilà, vous pouvez partir donc de la place Charles de Gaulle Étoile avec la tombe du soldat inconnu, muni de ce fascicule, donc imprimé hein, si vous le pouvez, et vous pouvez voilà donc vous balader dans divers arrondissements de Paris et on vous explique à chaque fois donc certains lieux emblématiques qui sont garants de la mémoire de la Première Guerre mondiale. Donc, par exemple, voilà, dans le 15e, on a un monument aux morts. Là, il y en avait un autre aussi concernant les troupes coloniales. Dans le 10e arrondissement, donc, on vous parle aussi de la guerre de l'Est. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un tableau qu'on a étudié à la deuxième séance. Donc, voilà, on a des statues aussi de personnes emblématiques comme Clémenceau, là ici c'était Gallieni, donc, qui vous explique. Et donc cette fameuse tombe du soldat inconnu. Ce fascicule, je vais vous le mettre en ligne donc dès aujourd'hui, enfin, ou demain on va dire, je décale un petit peu avant que vous puissiez regarder la vidéo. Mais donc voilà, vous pourrez la voir avec vous si besoin. Alors comme je vous le disais, je ne vais pas vous montrer toutes les plaques, les monuments aux morts qui ont à Paris. Alors on a certaines rues qui font référence à des personnalités de la Première Guerre mondiale, l'avenue Georges Clémenceau, l'avenue du Maréchal Foch aussi. Donc on a de nombreuses plaques. Moi je voulais m'intéresser à deux monuments aux morts. Pas vraiment des monuments concernant la tombe du soldat inconnu. Voilà. Donc. Alors, à gauche, donc nous avons deux photographies. À gauche, il s'agit de la tombe du soldat inconnu. Avec l'épitaphe, ici repose un soldat français mort pour la patrie, 1914-1918, donc avec les dates de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une sépulture hein, qui est installée à Paris. Elle est installée sous l'Arc de Triomphe, donc sur la place de l'Étoile. Elle y est depuis le 11 novembre 1920, donc la date d'anniversaire de l'armistice. Ça faisait 2 ans qu'elle avait été signée. Alors au départ, la tombe du soldat inconnu avait été proposée au Panthéon et finalement ce ne sera pas le cas, elle a été mise sous l'Arc de Triomphe. Donc cette tombe accueille le corps d'un soldat qui n'est pas identifié, d'où le nom soldat inconnu, mais qui est mort lors de la Première Guerre mondiale. Donc c'est pour commémorer symboliquement l'ensemble des soldats, je vous rappelle, hein, qui est à hauteur de 1 400 000 en France, pour la France.
3 ans plus tard, enfin en 1923, une flamme est ajoutée, donc celle que l'on voit sur la photographie, et régulièrement allumée par les anciens combattants, ou les associations d'anciens combattants, parce qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, hein. On a fêté les centenaires de la Première Guerre mondiale. Il me semble que le dernier poilu est décédé à l'âge de 110 ans, je crois. Oui, Lazare Ponticelli, qui est le dernier poilu français qui est décédé pardon, en 2008, donc il y a 12 ans. Et donc voilà, donc cette flamme qui est régulièrement allumée pour perdurer et qui est aussi un symbole de cette Première Guerre mondiale et de ne pas oublier les Français morts pour cette guerre. Il y a aussi une expression qui concerne cette tombe, à savoir la dalle sacrée. Donc elle a été instituée, enfin popularisée par le général Weygand, donc celui qu'on a vu tout à l'heure dans le train à Rotonde pour signer l'armistice, donc un militaire important pour cette guerre-là, et notamment la Deuxième Guerre aussi. Donc ça désigne la dalle sacrée qui désigne à la fois le tombeau donc, du soldat inconnu et sa flamme. À droite, c'est une plaque qui est beaucoup plus récente, donc où est inscrit dessus aux morts de la Grande Guerre, Paris à ses enfants. Alors c'est ça qui était assez étonnant, c'est qu'à Paris, il n'y avait pas d'endroit où étaient listés tous les soldats morts pour la Première Guerre mondiale. Alors évidemment, ils sont très nombreux, comme on le voit avec cette plaque, donc il se situe sur le boulevard Ménilmontant, et juste derrière, là, c'est le mur du cimetière Père-Lachaise. Donc sur tout le boulevard, il y a cette plaque avec, de 1914 jusqu'à 1918, par ordre alphabétique, tous les noms des soldats qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'elle n'existait pas. Il n'y avait aucune plaque qui rassemblait tous les morts pour la France à Paris. Et pour le centenaire, il y a 2 ans, la maire de Paris donc, a inauguré cette plaque-là. Donc elle est visible, hein, si vous vous baladez près de Père-Lachaise, elle y est. Document 8. Donc, quel est ce type de document? Que représente-t-il? Selon toi, à quoi correspondent ces tombes? Petite pause et j'y réponds. Donc il s'agit d'une photographie d'une nécropole, hein, donc un cimetière à Suippes dans la Marne. Une autre trace que nous avons de cette Première Guerre mondiale, ce sont les cimetières militaires, qui sont toujours actuellement des lieux de souvenir. Donc, dans ces champs couverts de bombes, au sein de vastes nécropoles ouvertes au public, se côtoient à la fois des croix catholiques, donc des croix catholiques y compris pour ceux qui étaient athées, hein, qui n'avaient pas de religion, mais c'est aussi des étoiles de David juives et des croissants musulmans. Donc, quelle que soit sa religion, dans ces nécropoles, voilà, il y avait les soldats qui étaient, on rappelait hein, que les soldats, quelle que soit leur religion, étaient morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Donc, chaque soldat a été enterré selon son rite. Et là, la construction de ces cimetières, ça va un petit peu loin si je dis de la propagande, mais c'est-à-dire que vraiment c'était pour montrer une certaine fraternité des armes. Quelle que soit notre religion, voilà, on a combattu pour la France. Mais il y a quelque part aussi où on l'a vu, c'est, enfin, comment dire, à cette époque-là, la France est majoritairement catholique, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont venus des colonies pour combattre auprès des soldats français. Donc il y a des colonies qui sont venues défendre le sol français.
Document 9, pardon. Quel est ce type de document? Que représente-t-il? À quoi correspond cette inscription? Petite pause et j'y réponds. Troisième question, pardon. Qui l'a commandé? Quand et pourquoi? Il s'agit d'une plaque commémorative pour les instituteurs de la Seine-et-Oise. On a une sorte de mosaïque avec une écriture, donc aux enfants de la commune, morts pour la patrie, le département. Donc cette plaque témoigne du fait que les instituteurs constituent une des professions parmi les plus frappées de la Grande Guerre. Dans certaines régions de France, près de 40% d'instituteurs sont morts au combat, au point de poser des problèmes de recrutement après la guerre, dans les écoles normales de garçons. C'est la commune qui commande, juste au sortir de la guerre, et voilà, et pour dans le but de se souvenir de ceux qui sont morts. Donc là c'est une catégorie professionnelle, les professeurs, enfin, les instituteurs à l'époque. Dernier document, document 10. Quel est ce type de document et que représente-t-il? Fait la liste des empires qui ont disparu. Fait la liste de tous les nouveaux pays qui sont nés. Évidemment, appuie-toi de la légende. Petite pause et j'y réponds. Il s'agit d'une carte de l'Europe qui montre la nouvelle organisation des pays européens en 1923. Donc si l'on regarde les couleurs, mais aussi la légende, ancien empire allemand, donc les empires qui ont disparu, eh bien on a l'empire ottoman, l'empire austro-hongrois, l'empire allemand et l'empire russe. Donc ces 4 empires qui ont disparu et qui ont été scindés en différents pays. On voit l'apparition là de nouveaux pays. Donc à savoir la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Yougoslavie, la Hongrie, etc. Donc là on a vraiment tous les nouveaux pays qui sont apparus. Donc là encore une fois, c'est aussi une des traces que nous avons de la Première Guerre mondiale. La Grande Guerre bouleverse les rapports de force dans le monde. L'Europe en sort affaiblie. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais dans un des premiers documents que vous aviez, il y avait aussi les morts américains. Et au départ, les États-Unis étaient neutres vis-à-vis de la Première Guerre mondiale. Alors ils étaient neutres, mais ils prêtaient quand même de l'argent aux Alliés et leur fournissaient des armes. Donc ils avaient quand même une prise de position, mais ne voulaient pas entrer dans le conflit. Et ils sont entrés dans le conflit dès 1917, car les Allemands, avec des sous-marins, ont attaqué des bateaux, dans lesquels, donc en tout cas le Lusitania, où il y avait des civils américains. Donc les États-Unis décident à ce moment-là d'entrer en guerre, tardivement, mais ils entrent en guerre. Donc ils ont peu de victimes, c'est vrai quand on regarde le document que je vous ai montré au départ. Et aussi, ils ont prêté beaucoup d'argent aux pays européens. Ils deviennent la première puissance mondiale. L'Europe voit ses frontières complètement transformées. Elle est endettée auprès des États-Unis. Je vous rappelle aussi que la Société des Nations est une idée du président Wilson américain. Donc il y a quand même un pouvoir aussi des États-Unis. Donc là, on voit clairement la fin d'un monde
et donc notamment celui des empires territoriaux. L'Autriche-Hongrie disparaît, l'Empire russe a sombré dans la guerre. Ça, je vous l'avais dit à la première séance, hein, la révolution bolchevique fait que l'URSS capitule auprès de l'Allemagne et elle doit s'occuper de sa propre révolution, d'accord, contre les bolcheviks. Lénine, voilà, décide un personnage historique russe décide d'arrêter la guerre en 1917 et d'essayer comment dire, de régler cette crise que vit la Russie. Donc les nouveaux pays qui apparaissent. On l'a vu aussi avec le traité de Versailles, mais l'Alsace redevient française. Et vraiment, on a le besoin, comment dire, de créer des pays au nom du principe de nationalité, c'est-à-dire que on crée un pays en fonction des ethnies. Essayer voilà, de créer différents groupes, différents pays. Donc la question serbe avait amené la guerre en Autriche-Hongrie. Une trace de la guerre est donc aussi dans la nouvelle délimitation des États et des peuples. En conclusion de cette troisième séance, hein, quelles conséquences et quelles traces gardons-nous de la Première Guerre mondiale? Donc l'Allemagne demande la cessation des combats et l'armistice est signé le 11 novembre 1918 dans un wagon-restaurant à Rotonde. La guerre se termine officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles qui reconnaît l'Allemagne comme seule et unique coupable. Et les Allemands verront cela comme un diktat. La Grande Guerre a laissé de nombreuses traces dans tous les pays d'Europe et en France, tout particulièrement là où ont lieu les principaux combats. Au sein de l'Europe, le bilan est lourd, plus de 18 millions de morts, soldats comme civils, donc civils ceux qui ne sont pas militaires, 21 millions de blessés, dont les gueules cassées, je vous montrer avec le tableau d'Autodix, des villes et des campagnes qui sont ravagées, et des pays endettés, notamment auprès des États-Unis. Des monuments aux morts ont été construits, des cimetières ont remplacé des champs, la carte de l'Europe a été bouleversée et les sociétés du monde entier gardent encore le souvenir de cette grande guerre. Alors à travers le cinéma, les romans, les souvenirs de famille, souvent, je vous l'ai dit l'autre jour, hein, on a donc des films ont été faits, des romans ont été écrits, et aussi dans les greniers de nos arrière-grands-parents, enfin de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, on peut avoir ces fameuses traces avec les lettres, les carnets de soldats, voilà, pour ceux qui ont participé à la guerre. La leçon, je l'ai un petit peu modifiée en PDF, mais la leçon est dans le dossier de la séance 3. Elle n'est pas à recopier, mais elle est à apprendre. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez une question, les CM2. Bonne journée!